Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil, le podcast de ProConseil dans lequel nous aborderons les sujets agronomiques du moment sous forme d'une discussion. Alors place au premier épisode qui portera sur la gestion du colza en sortie d'hiver. C'est le retour des beaux jours, le printemps arrive, la nature se réveille et les différents travaux agricoles reprennent gentiment. Nous allons consacrer ce podcast au colza. Et pour en discuter, je serai accompagné par Dimitri Martin et Pablo Bovi, conseillers production végétale chez ProConseil. Salut. Salut. Avant de traiter les étapes importantes qui vont arriver pour préparer au mieux cette sortie d'hiver, nous allons faire un bref bilan sur l'automne dernier et essayer de comprendre pourquoi nous observons des colzas tant hétérogènes. On a fait des observations, on a tourné un peu dans les campagnes et moi j'ai vu de mon côté des colzas sur des parcelles qui étaient bien développées, bien vigoureux, avec un beau tapis de plants de campagne, et la parcelle d'en face des colzas tout chétifs qui se faisaient un peu piquer par les altises. Alors comment on explique un peu cette hétérogénéité ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la préparation des semis ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça ? Ouais, t'as tout à fait raison, Edouard, t'as des bonnes observations. Sur nos parcelles, on a des colzas qui sont très développés, très vigoureux, il y a un beau vert, de la biomasse, et puis à 100 mètres plus loin, sur une parcelle, on a des colzas qui sont à 3 feuilles, un peu violacés, qui ont souffert un peu de l'hiver, et puis ça, je pense que ça dépend vachement de la mise en place, dans les conditions qui étaient un peu compliquées. Si on a des mottes, quand on sème, on n'a pas de contact avec la graine, le colza il lève pas, et puis c'est très hétérogène, quoi. Tout à fait, et puis même à l'intérieur d'une parcelle, des fois on a des hétérogénéités qui sont constatées. On voit parfois une ligne de semoir qui est bien implantée, et celle d'à côté qui est pas levée ou qui est très, très peu développée. Et puis on voit ici l'importance de la préparation et du semis qui doit vraiment être parfaite pour avoir une levée optimale et puis un développement qui soit intéressant. Puis ça, c'est même pas si on est en semis direct ou en semis avec un labour et puis un herçage ou comme ça. Je veux dire, on peut avoir des semis directs qui sont très bien marchés, il y a une très bonne qualité du travail du sol avec du contact, ça a été rappuyé après, les graines ont germé nickel en TCS, et puis il y en a qui ont semé avec un herçage, mais c'était pas le bon moment, ça fait comme des mottes, et puis ça n'a pas levé. Donc c'est vraiment pas dépendant de la technique de semis, mais plutôt de la qualité du travail qu'on a fait, quoi. Effectivement, c'est tout à fait ça. Et puis aussi l'importance de la météo et donc de semer avant une petite pluie si possible, parce que c'est vrai que l'automne dernier il y a eu peu de précipitations et puis que les colzas qui ont reçu ces précipitations, qui ont été implantées avant une pluie, ils s'en sont beaucoup mieux sortis que les autres. Ouais, moi je dirais même plus, Dimitri, c'est de semer encore plus tôt, quoi. Enfin, dans le sens semer dans des bonnes conditions, puis semer tôt aussi, parce que comme ça, quand on sème tôt... tu dis semer tôt, mais le problème c'est qu'on a eu des récoltes hyper tardives, dans des conditions un peu particulières. Est-ce que finalement cette année, ça a été le bon précédent, le blé ? Ouais, alors moi je dis semer le plus tôt, c'est le plus tôt possible. C'est clair que si tu as encore des balles sur ta parcelle, tu ne vas pas commencer à semer ton colza. Ça c'est clair, c'est compliqué. Après je pense qu'on peut, au niveau de la rotation, Dimitri, on peut penser aussi à d'autres choses, d'autres pistes et tout. Ouais, alors si on revient au niveau du semis, on est d'accord, c'est semer le plus tôt possible avant une pluie. Et ça sert à rien de venir semer son colza s'ils n'annoncent pas de pluie dans les 10 jours qui suivent, mais l'idée c'est vraiment de semer à partir du 10 août, dès que c'est possible, avant une petite pluie. Et puis effectivement, le choix du précédent peut jouer un rôle. On a vu cette année des parcelles qui étaient en précédent pois et puis des parcelles en précédent blé, côte à côte, avec des levées totalement différentes. Et puis ça peut s'expliquer aussi par l'effet du précédent. C'était où le mieux ? Alors c'était beaucoup mieux après les pois, d'une part du fait certainement de la qualité et puis de la structure du sol qui était différente. Et puis d'autre part, certainement aussi les reliquats azotés du précédent qui ont joué un rôle. Donc, ce qui ramène à dire qu'une fumure de fond, ou alors dans la rotation des engrais de ferme, un apport d'engrais de ferme avant la mise en place du colza, voire dans certains cas un petit apport d'azote qui peut donner le coup de boost, le petit coup de pouce nécessaire à ce que ça se développe. Mais ça ne va jamais remplacer une implantation dans des bonnes conditions. Ça c'est clair, si on s'est mis hyper tard dans des mauvaises conditions, ça ne sert à rien de mettre 30 unités même en minéral, ça ne va pas rattraper le truc, quoi. L'idée c'est comme semer tôt, dans des bonnes conditions avant une pluie, et puis après semer tôt, c'est pas au 25 juillet non plus, on reste dans une période entre le 9, 10 août jusqu'au 20 août. Après l'idée de ce semis c'est d'avoir bien de la vigueur, un colza qui se développe, puis surtout d'avoir 3-4 feuilles vers le vol d'altise à mi-septembre. Ouais, avant mi-septembre, avant que le vol d'altise arrive, d'avoir un colza qui soit suffisamment développé pour pouvoir résister à ces attaques et puis limiter ici les interventions aussi phytosanitaires à cette époque-là sur ces colzas.
Ouais, donc pour aider ça aussi, on en parle souvent dans les campagnes. Je pense que vous avez déjà entendu parler aussi. C'est des plants de campagne. Quand on sème tôt, on peut mettre des plants de campagne. Donc c'est ces plantes qui sont généralement des plants de gélive avec un peu de légumineuses. Donc Niger, févrole, ouais, vesse. fenugrec avec de la févrole. C'est des mélanges. Il y en a pas mal sur le marché. Les semenciers ils en vendent. Vous pouvez aussi faire le vôtre si vous avez un peu d'affinité avec vos propres mélanges ou un peu comment vous travaillez. Dans la bétonnière. Voilà, dans la bétonnière. Et puis après, voilà, ceux qui sèment en plein, on mélange vite dans la trémie, ça reste assez homogène, il faut les brasser en coup, parce que suivant comment après les grosses graines elles montent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une bonne mise en place, ce métaux, avoir des plans de campagne. On parlait de ravageurs avant, c'est aussi une bonne approche, un bon levier pour un peu réduire cette pression des altises adultes, en tout cas à mi-septembre. Pardon. D'ailleurs, tu parles de la pression, on a mis des cuvettes un peu partout, on a regardé un peu la pression. Est-ce qu'il y a eu des gros vols ou pas Alors l'automne dernier, beaucoup moins que l'année précédente, donc des vols qui étaient plutôt faibles. L'automne 2021, moins que 2020. Voilà, Ça, exactement, ouais. oui. À l'automne 2021, on a eu un vol qui était beaucoup plus faible que l'automne 2020, hein, et qui avait donc une pression plutôt faible de ces insectes pendant l'automne. Et puis, constat qu'on a pu également faire avec la mise en place de tests tests Berlez en octobre et puis en novembre ensuite, avec le suivi du développement de ces larves dans les plantes. Et là aussi, une pression qui était relativement faible avec entre 0 et 2 larves par plante, alors que l'année précédente, on avait une pression qui était beaucoup, beaucoup plus élevée. Je suis d'accord avec Dimitri, on a une faible pression, ce qui n'empêche pas quand même de suivre vos ravageurs et tout. Donc le test Berlez, je ne sais pas si tous les auditeurs le connaissent, mais je le répète rapidement. L'idée, c'est de prendre 30 plantes en diagonale, 25 à 30 plantes en diagonale sur la parcelle. On coupe le colza au collet, on enlève un peu la grosse partie des feuilles, on pose ces colzas sur une grille au-dessus d'un bac avec un peu d'eau et du savon. Et puis les larves en séchant, donc si on les positionne dans la chaufferie ou près des radiateurs, quand le colza va sécher, les larves d'altis vont tomber dans l'eau et on va pouvoir les compter. Et puis ça, il faut le faire autour de mi-octobre, vers la fin octobre. Ouais, mi-fin octobre. Hein. Ouais, mi-fin octobre, effectivement. On a des autorisations de traitement pour ceux qui veulent traiter ou qui peuvent traiter. Et puis l'idée, c'est de suivre, même s'il y a peu de larves, on se dit, on peut être un peu plus confiant en arrivée du printemps et tout. Suivre ces ravageurs en mettant des cuvettes pour les altis adultes, faire des berlaises, c'est quelque chose de quand même vraiment important, même si on est bio, même si on est extenso. On se dit, je ne veux pas traiter, je ne veux pas sortir le pulvé, ou en tout cas, je ne peux pas. C'est quand même toujours important de comprendre un peu ces ravageurs. Est-ce que j'en ai régulièrement chez moi? Sur quelle parcelle? Est-ce que la pression elle est plus forte ou pas? Et puis jusqu'à où je tolère un peu, jusqu'à où je serre les dents avant de vraiment pouvoir intervenir, quoi. Ok, donc oui, la peur et la confiance n'excluent pas le contrôle. Du coup, là, j'ai idéalement mes colzas qui sont vigoureux, donc je crains pas trop, très peu de pression. Et des colzas plus faibles, plus chétifs, la pression, même faible, elle joue un rôle ou... Alors effectivement, donc là on parle de suivre les ravageurs, d'observer la pression. Le but est aussi de raisonner les interventions par rapport à la pression des ravageurs. Et donc, si on a un colza qui est plus faible, il a moins de tolérance, moins de résistance aux attaques de ravageurs. Et puis donc, le seuil d'intervention sera un peu plus bas. Après, on reste sur des seuils, je dirais, standards. Hein. C'est à tel stade, tant d'altise ou comme ça, on intervient. Après, c'est aussi personnel. Tu vois, si tu as un colza qui est beaucoup plus vigoureux, qui tu as l'impression qu'il a la force, quoi. Il a belle biomasse, il couvre, c'est une jungle, machin. Tu te dis, il va tolérer ses larves beaucoup plus facilement que le colza qui est tout violacé et tout. D'où semer plus tôt, d'où mettre des plants de campagne, essayer de mettre tous ces leviers, les empiler pour vraiment pouvoir maintenir ces ravageurs ou la pression de ces ravageurs en dessous des seuils. L'idée de ce qu'on vous présente là, en tout cas de ce métaux, de mettre des plants de campagne, ce genre de choses, c'est pas éviter de sortir le pulvé, c'est pas les solutions magiques où on n'aura plus de problème de graminées, de vivaces ou d'altise. C'est de se dire, si on empile plein de leviers, on aura peut-être la chance de tenir ces ravageurs en dessous des seuils et du coup pas sortir le pulvé. Donc c'est mettre les chances de son côté au final. Voilà, on utilise tous les leviers à disposition pour mettre toutes les choses de son côté et utiliser finalement en dernier recours les interventions phytosanitaires. Bon là on enregistre mi-février, donc tout ça je peux pas le refaire, je peux pas le réinventer. On a passé l'hiver, on arrive tout doucement au printemps. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu au niveau de ces larves d'altise en sortie d'hiver? Donc, finalement, la problématique des larves d'altise, elle se discute en automne. Hein. Donc là, elle est plus ou moins passée. Hein. Donc les interventions qui auraient pu être faites doivent être faites en automne. Et maintenant, sortie d'hiver, il y a la première chose à faire, c'est d'observer ces parcelles. Certaines parcelles ne vont certainement pas passer la rampe, c'est-à-dire qu'il faudra les remplacer par une autre culture. Et la décision peut déjà être prise maintenant. On a un seuil de remplacement à environ 10 plantes par mètre carré sur la moyenne de la parcelle. On sait que le colza a un pouvoir de compensation quand même assez impressionnant.
Donc 10 plantes au mètre carré, c'est peu. Donc aller faire les comptages. Et puis ensuite, en fonction de la décision qui est prise, c'est d'aller soigner ces colzas. Et maintenant, les apports d'engrais ont été effectués ces derniers jours. Avant que tu partes sur les engrais, moi je suis comme étonné. À notre d'hiver, on avait pas mal de parcelles et des colzas qui étaient minus, quoi, 2-3 feuilles. Je me disais, avec l'hiver, c'est sûr qu'ils vont pas du tout passer et tout. Et là, j'ai été faire les comptages et étonnamment, en fait, là, au niveau de la densité, les colzas, ils sont là. J'ai toujours 30 colzas au mètre carré et tout. Par contre, c'est des colzas à 2-3 feuilles qui commencent gentiment à développer. Tu crois qu'ils vont réussir à compenser au niveau rendement comme ça? Alors, il faudra aussi voir les conditions météo de ces prochaines semaines. On l'a vu l'année dernière aussi avec des colzas qui ont accusé le coup avec les coups de froid de début mi-mars. Il faut encore attendre avant de se prononcer, mais on a bon espoir. C'est vrai que l'hiver a été peu rigoureux et puis que ces colzas ont pu passer la rampe. Donc maintenant, si le nombre de plantes est disponible, c'est vraiment d'aller effectuer ces apports d'azote pour ceux qui n'ont pas été encore effectués et puis de suivre la culture, bien sûr, avec de nouveau la mise en place des cuvettes et l'observation des ravageurs de printemps. C'est vrai que j'ai vu des colzas qui étaient l'année passée vachement, qui souffraient du sec, qui avaient le coup de froid, qui avaient plein de larves et tout ça, qui ont vraiment pris quasiment 1 mois et demi, 2 mois à redécoller en sortie d'hiver, tellement elles avaient de la peine et tout. Et c'est des parcelles qui ont quand même, alors on me dirait c'est pas un rendement énorme, mais pour la gueule des colzas, ils ont comme fait 20 décitonnes, donc j'étais comme étonné la capacité de compensation d'un colza et puis de le rattraper un peu ces dégâts qui ont été faits. Donc comme dit Dimitri, si on a la densité qui est là, moi je pense que si on a un peu confiance en notre colza, il faut en tout cas avoir fait les apports et puis il faut pas lésigner là-dessus et puis y aller, puis le colza on espère avec un peu de chaleur et puis de l'eau qui va suivre pouvoir compenser, quoi. Ouais, puis on a repris les observations de Berlez là pour les larves et finalement ça coïncide vachement bien à ce qu'on avait vu au niveau du vol en automne, quoi. La pression, elle n'est pas non plus... Non, effectivement, on a fait plusieurs berlaises, que ça soit donc à l'automne, pendant l'hiver et en sortie d'hiver. Et puis, même si on a une toute légère augmentation sur l'hiver, on reste toujours autour, moins de 2 larves par plante. Ce qui veut dire qu'avec des colzas qui sont développés, voire moyennement développés, je dirais qu'il y a plus tant de soucis. Mais de toute façon, on ne peut plus intervenir. Je pense que maintenant, les choses ont été faites. C'est un impact qu'il faut prendre en considération. Donc, s'il n'y a pas du tout de larves, on peut peut-être plutôt donner un peu plus de charançon, mais l'idée c'est de se dire voilà, il n'y a pas eu beaucoup de pression, maintenant il faut passer à la suite. Donc comme tu l'as dit, sortir tes cuvettes à nouveau et puis regarder pour le charançon, les premières captures ont été faites au niveau de Changin, donc les chaleurs arrivent tranquillement et puis je pense qu'il va commencer à se réveiller et puis il faut faire attention à ça. Oui, tout à fait. Et puis pour ceux qui ont donc pas encore effectué leurs apports d'azote ou qui ont effectué qu'une seule partie, de suivre assez rapidement avec le complément. Et puis moi j'ai pas mal de gens qui m'ont posé la question, cette histoire de un passage, 2 passages avec ces engrais avec un effet azoté retardé. Je sais pas, on a du recul, Dimitri, un peu par rapport à ça ou... Alors par rapport aux engrais avec retardateur, donc on a des bons résultats depuis 2 ans maintenant, donc tout à fait possible d'utiliser cette technique-là, donc des engrais qui contiennent du soufre, aussi du soufre soluble, donc assez recommandable pour la culture du colza avec un apport possible en une seule fois. Les autres possibilités restent tout à fait praticables, donc avec des apports en 2 fois, avec différents autres engrais, par exemple un sulfonitrate qui contient du soufre. Pour le premier apport, bien sûr, c'est important d'apporter au colza rapidement des éléments solubles que sont le soufre et le nitrate afin qu'ils puissent redémarrer, même que la minéralisation n'est pas encore en place du fait des températures qui restent relativement faibles. Et pour ceux qui n'ont pas accès à ces engrais minéraux? Ouais, alors là, il y a d'autres possibilités avec d'autres engrais. Les engrais de ferme, on peut mettre un peu de lisier ou ce genre de choses. On a comme des azotes qui sont plus disponibles, je dirais. On a maintenant, je pense notamment au bio, certains engrais qui sont un peu plus, je dirais, avec de l'azote disponible rapidement. Après, ils sont bien évidemment beaucoup plus chers. Mais comme l'a dit Dimitri, il faut vraiment donner à manger au colza assez rapidement pour qu'il puisse démarrer. Et puis, vu qu'on parle de fumure, moi, je prends l'opportunité de juste rebondir là-dessus. Au niveau des plantes compagnes, on sait qu'on a des légumineuses qui fixent un peu d'azote quand même, jusqu'à 30 unités par saison, donc avec un CN ratio de près 20-25, on sait qu'on a à peu près 10 unités disponibles sur le printemps, donc on peut aussi oser peut-être réduire de 10 unités nos doses d'azote si on a des belles plantes compagnes qui sont développées avec des légumineuses, avec le prix de l'azote s'étend, ça peut peut-être faire un petit plus, quoi. Tout à fait, alors je suis d'accord, et puis pour compléter par rapport aux engrais non minéraux, ça peut être intéressant donc d'apporter encore plus vite, mais sous forme de digesta ou de fiente de volaille, c'est cette fumure sur la culture.
Et puis il y a un élément qui est le soufre, qui peut aussi être apporté sous forme élémentaire durant l'hiver ou à l'automne déjà, pour qu'il ait le temps de se disperser dans la parcelle et puis d'être disponible pour le colza au printemps. Donc si je résume, sortie d'hiver, déjà je prends la décision de savoir si je maintiens mon colza ou pas, en fonction de son état, en fonction de la pression un peu des ravageurs qu'il y a. Tout à fait, ouais. Ensuite, je mets mes apports. Oui, le ou les apports, en fonction de la stratégie choisie, bien sûr. Ce qui est important, c'est qu'à la reprise... privilégier l'azote biodisponible vite, quoi. Ouais, qu'à la reprise, il ait de quoi manger, quoi. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on va sortir la cuvette et puis suivre les ravageurs. Hein. Donc, le premier à suivre qui sera le charançon. Donc, charançon qui pose des problèmes dans le colza du fait qu'il va pondre dans la tige et puis que les larves vont se développer et consommer le colza. Et donc là, un suivi qui est important. La cuvette va permettre de suivre l'arrivée du vol. Et puis le seuil, il est dépendant du nombre de piqûres sur les plantes. Donc il faut effectuer des comptages qui sont parfois un petit peu compliqués du fait que les piqûres de ponte sont effectuées au moment du redémarrage de la végétation et puis des fois des piqûres qui sont un peu cachées dans le colza lui-même. Et puis une intervention qui est quand même assez difficile à cibler vu que la période optimale est assez courte. Puis après, il faut faire attention. On a souvent tendance à avoir des piqûres partout. On parle vraiment de piqûres de ponte. Hein. Il y a des piqûres, les toutes premières quand les charançons arrivent. C'est pas des piqûres de ponte, c'est vraiment des piqûres de nutrition. Donc on dit que le seuil il est généralement atteint après le vol des charançons. Donc une fois qu'il est là. Parce que d'abord, il se nourrit et après, bon. Voilà, exactement. Ils arrivent sur la parcelle. Ensuite, on observe l'arrivée du vol grâce à la cuvette. Et puis là, d'abord des piqûres de nourrissage. Ensuite, après quelques jours, des piqûres de ponte qui commencent. Elles sont assez spécifiques. On observe une auréole blanchâtre autour de la piqûre de ponte, ce qui n'est pas le cas des piqûres de nourrissage. Ouais, et puis du coup, comme disait Dimitri, l'aspect variétal, il joue pas mal un rôle là-dedans, parce que c'est vrai que si on a des colzas qui au niveau variétal, sont un peu plus lents à redémarrer, qui sont un peu moins, je dirais, explosifs en sortie d'hiver, et là, on va avoir des colzas qui vont pas du tout allonger, et puis les piqûres, en fait, vont se faire vraiment entre les feuilles, quoi. Et pour aller vraiment voir s'il y a des piqûres, il faut vraiment ouvrir les colzas. Contrairement à des colzas, des nouvelles variétés peut-être un peu plus précoces, je dirais, qui redémarrent plus vite, qui sont plus explosives, où là, on va carrément avoir un peu d'allongement dès qu'on a des piqûres. Déjà, c'est plus facile à observer, et puis de manière un peu, je dirais, végétatif, un colza qui se développe et puis qui démarre plus vite, les piqûres vont être un peu plus hautes sur le colza et puis on aura un peu moins de dégâts que s'il y a des piqûres qui sont très très basses au niveau du colza, quoi. Tiens, en parlant de ça, tu me fais penser à un truc, petit aparté, j'ai entendu pas mal dire que les colzas qui étaient bien vigoureux et bien allongés dans les hauteurs, ils pouvaient plier à cause de la neige ou à cause du gel. Est-ce qu'on peut s'inquiéter d'un truc comme ça ou finalement c'est pas une si grosse crainte? Alors avec toutes les observations qu'on a pu faire ces dernières années, effectivement les colzas allongés passent l'hiver assez bien, donc on a peu de problématiques liées à ça, donc déjà aussi moins de neige que par le passé et puis des colzas qui sont plus vigoureux. Donc peu de problèmes liés à des colzas un peu allongés à l'automne. Ouais, moi j'ai même un exemple, on met des essais cette année avec du colza de printemps qu'on a mis sur des bandes pour attirer les méligettes, on en parlera peut-être après, mais du coup en entrée d'hiver j'avais un colza dans mes bandes qui faisait un colza de printemps qui faisait à peu près 40 cm de haut, hyper allongé, il y a eu un peu de neige lourde dessus et tout ça, toutes les tiges ont tenu, le seul problème c'était les biches puis les cerfs, mais au niveau de la neige, dégâts, il n'y a rien du tout, enfin sur un colza de 40 cm, il n'y a pas une tige qui était cassée et tout, donc on a des hivers plus doux, il faudrait vraiment avoir un bon gros 2 mètres de neige lourd pour qu'on ait du dégât, quoi. Ok, donc pas trop d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Donc pour revenir au charançon, du coup il y a cette fenêtre de tir qui est vachement réduite, parce que après tu m'expliquais en off tout à l'heure, Dimitri, que la larve elle reste dans le colza et que du coup on peut plus trop intervenir. Voilà, dessus. alors oui, pas tout à fait, par rapport à la larve d'altise qui va être mobile, qui va sortir et rentrer dans la plante, la larve de charançon reste dans la tige. Donc une intervention phytosanitaire sur la larve n'est pas possible pour le charançon. Alors on a quand même toujours des bons produits phyto qui ont une efficacité toujours assez intéressante sur le charançon. On sait que dans le pays voisin en France, il y a de plus en plus de problématiques un peu résistance au niveau des molécules qu'on utilise. L'idée c'est chez nous, c'est de voir si on pourrait avoir d'autres techniques un peu au niveau charançon, des techniques, des autres leviers, je dirais, ergonomiques que les phytos, pour essayer d'avoir un peu d'impact sur le charançon. Comme les variétés, comme tu disais. Voilà, justement. Et puis actuellement, sur l'altise, on a quand même trouvé 2-3 leviers intéressants. Sur le charançon, ça reste quand même un petit point épineux, je dirais. On a une ou deux pistes par rapport aux variétés, justement, des variétés qui redécollent plus rapidement ou qui sont plus explosives à la reprise, donc qui seraient moins, je dirais, sensibles à l'effet du charançon et de ses larves. On aurait aussi la possibilité d'avoir quelque chose
qui rendrait un peu le colza, je dirais, moins appétant, moins attractif. On a des gens qui ont notamment essayé de mettre du lisier ou de mettre un peu des répulsifs comme ça. Il y a des pistes qui sont faites, il y a des essais qui sont mis en place en Allemagne puis en France. Et puis après, voir si on aurait potentiellement des produits, je dirais, plus alternatifs, plus naturels, même si effectivement on n'arrivera pas à atteindre des efficacités que sur les phytos qu'on a actuellement, quoi. Des pistes, mais pas de solution concrète pour l'instant, en tout cas. Voilà, tout à fait. Les Le charançon reste problématique. Et donc, une fois passé le charançon, va arriver les méligettes. Ouais, alors avant qu'on parte sur les méligettes, à nouveau, on parlait d'observation, de suivre son ravageur. Si on suit les charançons, on sait que cette année, on a une pression d'altise qui est plus faible, on a moins de larves dans notre colza, il est quand même bien vigoureux. On suit, on a des seuils qui sont peut-être atteints, mais tout juste atteints. C'est peut-être quelque chose qui, personnellement, nous permettra aussi de se dire, bah voilà, j'ai pas eu beaucoup d'altise, mon colza il est quand même bien en forme, j'essaie de passer à l'extenso, je le garde et puis je sors pas sur le charançon. On comprend bien le jeu, hein, donc la croissance du colza qui doit compenser en fait ce que les ravageurs vont consommer. Hein. Et plus il y a de larves d'altise, plus il y a de larves de charançon, tout ça, ça s'accumule. Et puis l'idée, c'est de toujours avoir un colza qui soit plus solide que ce que les attaques vont lui faire de mal. Hein. Donc je dirais à chaque attaque de ravageur ou à chaque vol, il faut un peu faire le bilan sur qu'est-ce que j'avais avant, comment est mon colza, comment est-ce qu'il se comporte, et puis ça nous permet de dire est-ce que je serre les dents ou pas, ou est-ce que j'interviens. Puis effectivement, une fois qu'on a passé le charançon, une fois qu'on s'est dit c'est bon, soit je suis intervenu ou soit je laisse passer, et là le prochain c'est les méligettes, puis souvent les méligettes ça fait peur, quoi. Ah ouais, c'est un ravageur qui est assez impressionnant visuellement. Après potentiellement un impact qui est plus faible, hein, quand même. Ces dernières années, on a observé des gros dégâts de ravageurs sur le colza qui étaient principalement liés aux altises et aux charançons, et un peu moins à la méligette qui souvent peut paraître impressionnante visuellement, mais qui cause peut-être moins de dégâts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de dégâts liés aux méligettes, mais donc à relativiser. Et puis de nouveau, un suivi rigoureux qui est important. Il faut donc effectuer des comptages et puis donner la peine de rentrer dans la parcelle, parce que souvent ces insectes se concentrent sur les bords, et puis si on compte que depuis la banquette, on arrive des fois à des comptages qui sont trop élevés par rapport à la moyenne de la parcelle. Ouais, parce que juste pour rappel, la méligette elle arrive, elle va se nourrir sur les bourgeons, c'est ça? Elle se nourrit de pollen. Hein. Ouais, en fait, si tu veux, elle va revenir quand les fleurs sont pas encore ouvertes, quand on a vraiment les premiers bourgeons floraux qui sont là. Et puis à l'intérieur, en fait, ce qu'elle mange, c'est le pollen, comme disait Dimitri. Et du coup, quand les fleurs sont fermées, elles peuvent pas atteindre le pollen. Du coup, elles vont faire un trou, si tu veux, dans le bourgeon pour aller prendre ce pollen-là. Et puis en faisant ce trou, elles vont faire du dégât à la fleur qui va en fait venir stérile, ne produira pas de grains. Alors que quand la fleur elle est ouverte, en fait, le pollen il est dispo. Donc les méligettes vont venir manger le pollen et même en fait avoir un effet positif et polliniser les plantes de colza, en fait. D'où de nouveau l'importance d'un colza qui soit vigoureux et qui avance. Hein. Quand les boutons sont là, sont formés, plus la floraison est rapide, moins on a de dégâts sur les boutons qui sont encore fermés. Donc là, c'est plutôt au niveau variété. Ouais, alors là, ça me nouveau, clairement. D'ailleurs, les variétés, puisqu'au final, quand tu es en conventionnel extenso, tu peux avoir accès à certaines variétés qu'en bio, tu peux pas avoir. Ouais, alors en bio, on a certains cadres légaux qui restreint l'utilisation des hybrides. Donc pour faire du colza classique, hein, donc pas le colza Hall, c'est colza qu'on peut utiliser pour la consommation, à la cuisine, je dirais pas trop de température. Et pour ce colza-là, on est obligé d'utiliser des colzas lignés, qui sont des variétés qui concentrent tout le rendement sur le bourgeon et qui n'ont pas cette possibilité en fait de faire des sapins ou de ramifier et puis de créer du rendement sur les bords. Donc là, c'est clair que si on a la tige principale qui est touchée par un charançon, par une altise ou comme ça, on va vraiment avoir du dégât qui est hyper important. C'est pourquoi la majorité des halls, en tout cas une bonne partie des bio, pardon, pas des halls, font du colza hall parce que c'est un hybride qu'ils ont le droit d'utiliser en bio parce qu'il n'y a pas de lignée qui permettent de faire ce genre de colza avec des hauts rendements d'acide oléique. Ok, donc je privilégie des variétés qui arrivent vite, avec un peu plus de vigueur, un peu plus de maturité rapide. Et dans une stratégie extenso, ou en tout cas, voilà, c'est ça. Si on a une stratégie où on va protéger beaucoup, on va rentrer avec 2-3 insecticides, je veux dire, moi je veux pas de souci à ce qu'on ait un colza qui est plus tardif, quoi. Mais il y a d'autres leviers agronomiques pour aussi venir limiter ces dégâts un peu méligènes. Alors il y a des essais qui sont mis en place. Hein. L'idée ici, c'est que la méligette est attirée par le jaune. Et puis, on a cherché à mettre en place des bandes pièges pour ces méligettes, donc des espèces ou des variétés de colza ou d'autres plantes qui fleurissent tôt et qui vont donc attirer ces méligettes en dehors de la parcelle. Et de ce fait, elles laisseront
un peu plus tranquille la parcelle de colza qui est juste à côté. Mais là, Dimitri, plus qu'être attiré juste par le jaune, en fait, les méligettes, elles sont déjà attirées par l'odeur. En fait, l'odeur des brassicacées, ça attire vraiment. Et quand on met d'autres plantes, d'autres espèces, comme tu l'as dit, en bordure de parcelles, principalement de côté des haies ou des côtés de la forêt, parce que c'est là où on sait qu'elles reviennent en sortie d'hiver, on va avoir une plante qui est en guillemets plus appétante. Et puis ça, si on met de la navette, ou on met donc la navette qui est très proche du colza au niveau de la plante, c'est la cousine, qui n'a pas été sélectionnée et tout ça, donc il y a quand même, je pense, plus d'odeur, un peu plus d'appétence. Il y a aussi plus précoce. Donc les bourgeons sont plus près, plus à maturité, il y a plus de nourriture, ils fleurissent plus vite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est appétant pour les méligettes. Et puis quand elles arrivent sur la parcelle, et puis elles ont le choix entre une bande de 3 mètres de navette qui est bien développée, qui a à bouffer et tout, et puis un colza qui démarre gentiment, et elles vont plutôt préférer rester sur la bande. Et puis si on a vu qu'il y avait des essais, plus on était dans les essais où on avait des bandes de navette, plus on était proche de la navette, en fait, moins on avait de méligettes par plante de colza. Ce qui veut dire qu'elles ont clairement une préférence pour les méligettes, et ça nous donne du temps à notre colza qui moins de dégâts et puis qui là il y a fleur avec moins de méligettes dessus. Ça nous permet pas d'éviter d'avoir des méligettes, mais en tout cas de réduire la pression des méligettes sur nos colzas. De mieux les tolérer. Voilà, c'est encore un levier qui permet de maintenir la pression un peu plus basse. Alors ouais, exactement. Puis jusqu'à maintenant, on a fait des bandes aussi. On a essayé de semer des colzas précoces en plein dans nos parcelles, donc c'est-à-dire mettre 7% d'une variété qui est beaucoup plus précoce à floraison. Dans une année, je dirais, un printemps plutôt normal, on gagne à peu près 10 à 14 jours au niveau de la floraison. Donc mettre ça en plein et puis d'orienter les méligettes sur ces colzas précoces plutôt que sur nos colzas. Et ça a donné quoi ? On a pu observer qu'il y avait moins de méligettes sur nos colzas que sur les colzas précoces, donc elles ont clairement une tendance à préférer le colza précoce. Par contre, la configuration en bande qui était meilleure, quand même, voilà, avec un résultat qui était plus parlant. Ouais, parce que effectivement la bande, on est sûr de les garder dehors et puis de les garder en bord de parcelle et on garde notre rendement. Comme dit Dimitri, si on est le seul du coin à mettre un mélange en plante précoce, enfin en colza précoce en plein dans notre colza, on a peut-être une petite tendance au niveau régional d'avoir une super parcelle hyper appétante et hyper attractive. Ouais, du coup ça attire tout le monde chez soi et puis alors là. Ouais, du coup c'est à volonté. Si c'est réfléchi à l'échelle régionale et puis tout le monde joue le jeu un peu dans le coin, je pense que ça peut être un effet qui est peut-être même plus intéressant qu'en bande. Après, si on veut rester sur quelque chose de, je dirais, consensuel et puis quand même efficace, je resterai sur des bandes, quoi. Donc ça, c'est pour mettre les chances de son côté, mais si la pression est là... elle est quand même là, quoi. Donc elle est là. Nouveau, le suivi qui reste important et du coup, il faut aller effectuer ces comptages, ne pas rester en bordure de parcelle et puis suivre par rapport aux seuils d'intervention aussi qui ont notamment été relevés ces dernières années du fait aussi des variétés de colza qui ont une meilleure composition et puis qui tolèrent mieux les attaques. Une petite chose à rajouter aussi pour les bandes, là on parle de navettes, on a parlé notamment des colzas précoces. Donc pour colzas précoces, on pensait à la variété Alicia ou Troubadour. Ces variétés précoces, elles sont récoltables avec du colza classique, les huiles se mélangent, c'est bon. Par contre, si on part sur un colza Hall typiquement ou un colza classique et puis on a la navette à côté, la navette étant la cousine, elle n'a pas été sélectionnée pour les 0,0, donc on a des glucosinolates, on a de l'acide erucique qui peut se croiser avec notre colza. Donc quand on met des bandes comme ça... Concrètement, t'as bien temps d'aller les détruire, quoi. Voilà, ouais, il faut les détruire juste au moment opportun, c'est-à-dire quand le colza commence à fleurir et puis que cette partie commence à terminer sa floraison. Dès que le colza, si tu veux, il a des ressources florales, donc les fleurs qui sont ouvertes, les méligettes les dessus vont manger, on n'a plus de risque pour le colza. La navette a fait son effet, on peut la détruire et puis on peut mettre une bande fleurie avec pour notamment toucher des primes de bande fleurie pour ça. Et après les méligettes, c'est la récolte. Et la récolte. Et j'ai l'impression quand même que pour conclure, le maître mot un peu de la gestion de ce colza, c'est beaucoup d'observations. Ouais, alors tout à fait. Moi, je pense que c'est même un des trucs clés. On a vite tendance à se dire, moi je fais mon colza extenso ou je suis un colza bio, je le sème et puis je le récolte et puis je vais pas le voir. C'est quelque chose qui peut se faire, effectivement. Moi, je pense que de suivre, de connaître ces parcelles, de connaître un peu le comportement de ces ravageurs, et puis un peu jusqu'à quel point je peux aller, jusqu'à quel point je tolère, c'est hyper important pour comprendre et puis pouvoir progresser dans ces pratiques. Et puis, pour l'année prochaine, on proposera un épisode aussi spécialement consacré à la préparation de semis pour essayer de venir implanter au mieux ce colza et mettre toutes les chances de son côté, avec aussi les recommandations vis-à-vis des plants de campagne. Et tout ça pour avoir une belle campagne. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, alors. Merci à toi.
Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu, on espère que la formule vous plaît. Vous pourriez le retrouver sur les différents sites de ProConseil. On fera le relais et on essaiera de le partager au maximum. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça fait du bien. Salut!